Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous permettre d'être chez vous, de pénétrer dans vos foyers ce soir pour cette émission spéciale. Ce soir, 3 chaînes de télévision nationales privées, STV, Canal 2 et Equinox vous permettent en simultané de suivre M. Yves-Michel Fotso, bien connu des téléspectateurs camerounais et même hors de notre pays, pour le poids effectif que sa famille et lui-même pèsent sur le plan économique. Mais Yves-Michel Fotso que nous allons recevoir ce soir, il suscite depuis plusieurs mois déjà la controverse. Bien entendu, ce soir, il aura l'occasion de revenir sur tout ce qui se passe en ce moment-ci. Et vous aurez bien sûr l'occasion de vous faire votre propre opinion. Ce soir, je suis avec mes confrères, Jolicoum de Canal 2, que vous connaissez très bien, et Polycarpe Samba de Equinox. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Fotso. Bonsoir, messieurs. Alors, nous allons peut-être commencer cet entretien en faisant une espèce de résumé de votre curriculum vitae. Il faut dire d'emblée que celui-ci est tellement épais qu'il est quasi impossible, sinon difficile d'en ressortir tous les éléments. Mais en résumé et en bref, on va dire que vous êtes président du conseil d'administration de pas moins d'une dizaine d'entreprises, aussi bien au Cameroun, en Afrique et ailleurs, en Asie et même en Europe. Donc, entre autres, PCA de SFA Gabon, PCA de SFA Singapour, PCA de CFH Luxembourg et d'autres entreprises encore. Vous êtes président de Capital Financial Holding Luxembourg CFA depuis 2006. Vous êtes aussi, depuis 1991, administrateur directeur général de Fermancam Industrie situé ici à Douala. Sur le plan académique, on va relever que vous avez un MBA que vous avez obtenu en New York, un MBA en management, que vous avez également un brevet de pilote de l'air privé, catégorie monomoteur, obtenu également aux États-Unis, dans l'État du New Jersey, toujours en 1984, ce qui était peut-être prémonitoire par rapport à la suite de votre carrière, où vous avez été sollicité par l'État aux fonctions d'administrateur directeur général de la CAMER. Sur le plan familial et privé, vous êtes un frère quadra, vous êtes marié, père de 4 enfants. Voilà, en quelques lignes, en quelques mots, ce qu'on pouvait dire de ce CV que j'ai dit d'entrée de jeu, extrêmement lourd, donc impossible pour nous d'en lister tous les aspects. Est-ce que celui-ci vous semble convenir à ce qui est de votre personnalité? Écoutez, monsieur Samba, si vous choisissez de regarder le côté capitaine d'industrie, bien évidemment, cela correspond à la réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'homme, de l'individu. Donc, tout cela n'est que saupoudrage, je dirais. Alors, puisque cet entretien va commencer, peut-être pour quelques dispositions d'ordre pratique, on va s'adresser à qui? À Yves-Michel Fotso, au directeur général ou à monsieur le PCA? Monsieur Koum, je pense que la raison de notre présence aujourd'hui, la raison de ma présence face à vous aujourd'hui, c'est pour parler de Yves-Michel Fotso. On vient de le dire. Pourquoi aujourd'hui vous sortez du bois, on va dire? Monsieur Mongan, vous devez, comme je l'ai dit, j'ai occupé des fonctions. J'ai été directeur général de la CAMER à une période où il y a eu certaines opérations qui ont été menées. L'État camerounais a décidé d'ouvrir des enquêtes sur certains plans où il y a des ramifications avec la période où j'ai été directeur général de la CAMER. Je me dois de laisser la justice suivre son cours. Donc je ne pouvais pas répondre, et même aujourd'hui encore, j'espère apporter les éclaircissements tout en respectant les procédures en cours, tout en évitant de donner l'impression d'interférer dans le cours de la justice. Donc, croyez-moi, c'est même à mon corps défendant qu'aujourd'hui, j'ai accepté votre invitation. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que vous auriez eu à un moment donné peur de la presse et qu'elle suscite une certaine appréhension de votre part? Peur de la presse? D'une certaine presse, je dirais. D'une certaine presse. La presse en général, non, sinon je ne serais pas là avec vous. Mais d'une certaine presse. Je dois vous avouer que je suis quand même meurtri par ce que je lis parfois, par cette désinformation. J'ai peur, oui, d'une certaine presse, une presse que je dirais une presse sous contrôle,
une presse utilisée par certaines personnes pour arriver à des fins cachées, une presse destructrice, oui, je dirais oui, j'ai peur de cela. Vous en avez été affecté personnellement depuis le temps? Comment pouvez-vous ne pas l'être quand vous voyez votre tête à la une des journaux à chaque fois avec un gros titre mafia, mafieux, blanchiment, criminel, etc. On ne peut qu'être affecté. Et imaginez un peu ma famille aussi. Hein. C'est pas Justement, évident. quand vous parlez de ces gros titres de la presse, on a parlé à un moment donné de manière chronologique déjà de votre fuite sur Singapour. On a parlé ensuite d'une éventuelle équipation évidemment pour détournement de deniers publics. On a parlé de tentative d'assassinat du chef de l'État. Vous avez entendu tout cela? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu tout cela. Non, c'est pour aller à Singapour. Oh, fuir. Je fuirai pour aller à Singapour, et je laisserai tous mes biens à qui, M. Gongan? Je suis l'un des premiers opérateurs économiques camerounais. Si je fuyais, j'abandonnerais tout cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certaines personnes qui m'accusent d'avoir fait des choses que je ne reconnais pas avoir faites. Non. Le départ sur Singapour n'a pas du tout un... Moi, j'ai envie de vous demander, pourquoi Singapour? D'abord, un peu comme je vous parlais tout à l'heure du Luxembourg, pourquoi avoir mis le siège de notre holding bancaire au Luxembourg? C'est la même logique qui conduit à aller à Singapour. Singapour est l'une des principales places financières au monde. Et il me souvient que le chef de l'État, d'ailleurs, lors de son discours de fin d'année en décembre 2006, exhortait les Camerounais à aller investir, à se tourner vers l'Asie, où c'était désormais le centre de l'économie mondiale se déportait là-bas. Pour la finance, c'est encore bien plus fort comme impact, et pour un groupe comme le nôtre qui souhaite être à l'avant-garde dans chacun des domaines dans lesquels il excelle, nous ne pouvions pas ne pas être présents dans l'une des principales places financières du monde. Donc Singapour, c'est parce que c'est la finance, c'est pour ça que c'est là-bas qu'il fallait aller. Il reste que Thierry Ngongan, quand il posait sa question tout à l'heure, a quand même évoqué les affaires pour lesquelles votre nom revient dans la presse, des affaires les unes aussi graves que les autres. Vous étiez en train de vouloir l'expliquer pendant que je voulais que vous fassiez la précision par rapport à Singapour. Oui, on peut revenir sur cette explication-là? Oui, M. Koum, mais enfin, vous-même vous dites, il y en a tellement que par laquelle voulez-vous que je commence? Celle qui vous vient à l'esprit, celle que vous voulez... Ne le connaissent pas. Il faut rencontrer le monsieur. Quand ce monsieur vous parle, vous l'avez vu combien de avec fois, cette conviction, vous l'avez vu combien de fois? Permettez que plusieurs fois, dans tous les cas. Je vais pas... Mais quand ce monsieur vous parle et que vous sentez cette conviction, vous sentez l'ambition, ce qu'il a, ce qu'il souhaite, monsieur, il faut ne pas aimer votre pays pour ne pas adhérer à cela, et donc être prêt à vous battre, bec et ongles, pour réussir à atteindre ces objectifs. Alors, depuis quelques années, vous êtes, on va dire, placé sous le regard bienveillant de votre père. Joli comme c'est vrai qu'il en a parlé il n'y a pas très longtemps, ce que votre père pensait de toute l'affaire. Monsieur Victor Fotso, on sait très bien qu'il joue un rôle de premier plan à la tête de ce groupe. Parlons maintenant, Monsieur Fotso, de l'incidence de tout ce qui se passe en ce moment-ci sur les affaires de votre famille. Est-ce que le poids, le retour est mauvais? Je dirais, tout dépend sur quel plan on se situe. Je peux vous dire que moi, je sois affecté, je dis oui. Je mentirais si je disais le contraire. Mais que je sois ébranlé, je dis non. Je ne suis pas ébranlé. Et le groupe, votre groupe, M. Fotso? Oui, non, mais puisque là, c'est une affaire, c'est moi qui devrais déteindre, puisqu'actuellement, à part cette tentative de déstabilisation du groupe par ce monsieur Francis Nana, mandaté par je ne sais pas trop qui, le reste, ce sont des affaires, soi-disant, concernant Yves-Michel Fotso. Donc, quand vous parlez du groupe, je suis obligé d'abord de dire si je déteins sur le groupe. Donc, le groupe semble ne pas pâtir de
toutes ces affaires. J'en veux pour preuve le fait que j'ai tenu il y a un mois à peu près, j'ai présidé les journées de réflexion stratégique du groupe bancaire. Les gens sont venus un peu partout, Sao Tomé, N'Djamena, Bangui, Libreville, Bamako, etc. sont venus donc là, puisque moi je ne pouvais pas bouger, sont venus là et on a donc travaillé et j'ai eu à constater que les choses fonctionnent. Moi, pendant 4 mois je ne suis pas là, mais tout fonctionne, les structures. On se rend compte que le groupe semble avoir dépassé le statut de groupe familial et devient un groupe parfaitement structuré et qui peut survivre à ses promoteurs. J'en veux pour preuve le fait que c'est à la radio, que j'ai entendu, je crois, la semaine dernière, que la CBC avait signé un accord de près de 5 milliards, c'est sur RFI. Je vous avoue que je n'étais pas au courant, je n'ai pas été consulté. Il y a quand même des affaires que vous souhaitiez mener dans la sous-région. Est-ce que ces affaires ne sont pas compromises? Est-ce qu'il n'y a pas eu au Gabon, par exemple, au Tchad, des projets qui ont été compromis en raison des problèmes que vous avez eus? Vous avez toujours. Bon, disons qu'il y a des projets qui ont été compromis dès 2006 par les accusations de M. Francis Nana, car comme je vous l'ai dit, il l'a envoyé partout, toutes les chancelleries. Et vous savez qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Donc, il y en a qui sont bien empressés de les revéhiculer auprès des autorités de certains pays dans lesquels nous opérons ou on a envisagé d'opérer. Pour ne prendre que le cas de Singapour, j'ai été entendu à Singapour, parce que désormais j'ai été entendu sur la base des négociations de M. Nana. Mais ça a été classé sans suite. Hein. La France n'a même pas souhaité, n'a même pas classé directement le dossier. Mais l'effet 2006 a été estompé avec la signature le 11 décembre 2007 des accords avec la BEI et la SFI qui entraient donc dans la CFH, Capital Financial Holding. Et surtout, la SFI et la BEI, les deux, ont déclaré de manière solennelle être parfaitement au courant des accusations qui étaient portées contre les gens et avoir mené leurs enquêtes et au bout de ces enquêtes, malgré tout, décidé de continuer. Je crois que tout cela a aidé à bétonner. Donc, si vous parlez maintenant de l'impact sur les projets, à partir de maintenant, je dis c'est simplement mon indisponibilité qui empêche les projets d'avancer. Cependant, il y en a certains qui avancent malgré tout. La construction du siège de la Commercial Bank Tchad est en cours. La construction du siège de la Commercial Bank Centrafrique, là aussi, devrait démarrer incessamment. Et pas plus tard que vendredi, je pense, j'avais une réunion avec les architectes pour la construction du nouveau siège du groupe ici à Douala. Quand faux expert comptable, faux commissaire aux comptes, n'hésite pas à signer, à marquer au moins à marquer cela. N'ayant aucune expertise dans les domaines, porte quand même des accusations. Dans ce cas-là, la personne n'a même pas eu le courage de signer. Et on m'a auditionné. Alors, on n'en finit pas avec les affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez le sentiment d'avoir hérité d'un cadeau empoisonné? Regrettez-vous, pour dire simplement, d'avoir accepté cette domination à la tête de la Camer? Je le dis sans hésiter. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. C'est vrai, il y a eu des difficultés. Mais la vie, c'est quoi? La vie, elle est faite de difficultés. La vie est faite d'épreuves. Et les hommes ne peuvent qu'interférer, mais seul le bon Dieu décide de ce qui va se passer. Je ne le regrette pas. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et je remercie vraiment sincèrement le chef de l'État de m'avoir donné cette opportunité de comprendre, de mieux connaître ce qu'est le Cameroun, comment fonctionne le Cameroun et comment diriger la petite entreprise que j'ai eu à diriger. Ça m'a donné beaucoup de leçons et peut-être c'est ça d'ailleurs qui permet de continuer cet essor pour notre groupe avec beaucoup plus de sérénité et de confiance en l'avenir du pays. On peut apprendre dans tous les sens. Est-ce que vous avez pu, j'allais dire, vous rendre compte, on parle de réseaucratie, on parle des voies d'engorgement, notamment au niveau de l'État, vous qui avez donc été tout haut, là-haut, est-ce que vous avez pu vous rendre compte de ces dysfonctionnements-là? Est-ce que vous pouvez en faire témoignage relativement à votre petite expérience? Bon, écoutez, je ne me permettrai pas, avec la petite expérience que j'ai pu avoir, je ne me permettrai pas de parler de dysfonctionnement. Mais je dirais peut-être, et ça n'engage que moi, je dirais peut-être, dans certains cas, un manque de loyalisme vis-à-vis du chef de l'État, de celui
qui donne les grandes lignes, les directives à suivre, la ligne à suivre. Je pense que c'est plus, dans certains cas, certaines personnes qui, tout en occupant des fonctions hautement stratégiques, n'ont pas ou n'auraient pas été tout à fait loyales par rapport aux objectifs, aux orientations que le chef de l'État aurait données, en tout cas dans les cas que je connais. Puisque nous sommes revenus à la Camer, comment vous qualifiez votre passage là-bas? Échec, faillite ou un parcours mi-figue, mi-raisin? Monsieur Koum, lorsque je pars en novembre 2003, on ne m'a pas viré en tant que tel. Il y a un conflit entre le secrétaire général de la présidence de l'époque et moi. Le week-end qui précède mon départ, j'ai été limogé. J'ai été limogé un lundi en fin de journée. Mais le week-end qui précède, le vendredi, j'ai informé les autorités du fait que les polices d'assurance n'étaient pas payées. On avait été sommé par les assureurs et les réassureurs de payer ce qui devait être payé. Dans le cas contraire, nos avions n'étaient plus couverts. On m'a demandé le vendredi de, malgré tout, laisser les avions voler. Messieurs, j'ai décidé, en tant que premier responsable de la compagnie, de ne pas faire voler les avions ce jour-là. Donc le vendredi, ce fameux vendredi soir précédent mon limogeage, je demande à tous mes avions de rester au sol. Contrairement à ce que la presse a véhiculé à cette époque, il n'y avait pas une saisie d'avion ou quoi que ce soit. C'était une décision de l'administrateur directeur général que j'étais pour des raisons de sécurité et de sauvegarde de l'intérêt de la compagnie qui était à ma possession. Le samedi, on m'a redemandé de faire voler les avions parce qu'il y avait un boucan, des gens étaient bloqués partout. Parce qu'à l'époque, je tiens à vous le dire, on était une compagnie. Quand vous demandez quel est ce que j'ai laissé, on était une compagnie. Les avions décollaient d'Abidjan, décollaient de Johannesburg, décollaient de Paris, et avec des passagers. Donc, tous ces passagers sont bloqués. Bloqués le vendredi soir, le samedi, le dimanche, je refuse toujours de laisser voler tant qu'on n'a pas réglé le problème parce que, justement, vous demandiez quel intérêt avais-je de faire. Il n'était plus question maintenant donc d'apporter les avances. D'abord, la COBAC d'abord avait sévi, donc je ne pouvais plus tirer du côté sur la banque. Et puis, il y avait eu du APM qui avait interféré, on avait confié toute une partie des pouvoirs, mais APM n'avait qu'à faire ce que je faisais. Vous avez fermé les robinets? Je n'ai pas fermé le robinet parce que je n'avais pas de robinet penché sur la caméra. Disons que j'ai cessé de me retourner pour aller trouver des solutions. Vous restez à la maison. Je dis trouver des solutions. Donc, dans ce cas-là, donc, je tenais à vous le dire, jusqu'à on ne veut pas me régler. Et à ce moment, l'État doit à la caméra 22 milliards, parce qu'il y a une comptabilité désormais. Ce ne sont plus des injections au hasard, comme ça se faisait pendant 5 ans. Parce que pendant 5 ans, avant que je n'arrive, c'était il y a un problème à la caméra, il faut débloquer. Là, il y a une comptabilité. On sait combien exactement l'État a consommé. Donc, ce n'était pas une subvention, mais l'État devait, pour cette utilisation, 22 milliards de francs CFA à la caméra. Et on ne paye pas. Les assurances ne sont pas payées. Et bien, moi, je n'ai pas fait voler les avions. Le lundi, malgré tout, tant que je n'étais pas payé, j'ai dit je ne fais pas voler les avions. On a donc décidé qu'un conseil d'administration se réunirait. Très bien. J'ai été débarqué. Mais mon successeur n'a pu faire voler les avions que le mardi, parce qu'en arrivant, il a trouvé le même problème. Et ce n'était pas un problème de saisie ou quoi que ce soit. Alors, puisque nous parlons de la Camer, c'est vrai que la compagnie est morte, Polycarpe Essomba l'a dit tout à l'heure. Mais simple question, peut-être pour mieux cerner, pour mieux comprendre vos propos par rapport à cet aspect de notre entretien, et si l'expérience de la Camer était à renouveler? Écoutez, on a dit que c'était un échange franc. Si c'est à renouveler, je dis vraiment de manière franche, je serai prêt, mais il est évident que ça ne pourrait pas se passer dans les mêmes conditions. Il y a quelques petits ajustements préalables. Permettez-moi de ne pas les citer. Ce serait à voir avec le chef de l'État? Non, le chef de l'État, vous savez, il ne faut pas qu'on cherche toujours à mettre le chef de l'État en première ligne. Il a des collaborateurs, il a des gens. Il y a des gens qui sont là pour assurer. Je le disais dans le cadre d'une autre consultation pour la prochaine nomination. Monsieur Fotso, alors je suppose que vous avez
Je ne suppose pas. Vous avez été l'ancien administrateur général de la Cameroun Airlines. Vous ne pouvez pas rester indifférent au sort du transport aérien de cette compagnie-là qui a été finalement dissoute. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà, le fait que la compagnie n'existe plus? Et quelles sont les perspectives? Vous êtes un expert, on va dire, hein, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement est en train de relancer une autre compagnie, Camerco, le nom est déjà trouvé, avec des capitaux publics. Est-ce que ce n'est pas une caméra bis? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, déjà par rapport à la disparition par rapport à la défunte caméra, on ne passe pas 40 mois de sa vie quelque part à se battre, à être à l'aéroport le soir pour s'assurer que les avions vont désormais aller à l'heure, s'assurer que sur le plan technique, chacun a fait le travail qu'il devait faire parce qu'on avait peur qu'il y ait un incident. Tout ça, ça a demandé beaucoup d'énergie. On ne passe pas 40 mois de sa vie comme cela sans avoir un pincement au cœur quand cette entreprise disparaît. En plus, il y a ce personnel qui a quand même fait tant de sacrifices, qui m'a accompagné dans cette exaltante aventure. J'ai une pensée pour le personnel. C'est d'abord pour la frange de personnel qui en valait réellement la peine. J'ai une pensée pour ce personnel. Par rapport à la Camerco, écoutez, je n'ai pas eu accès au dossier, à ce qui se prépare, mais je fais confiance en la clairvoyance des autorités en charge. C'est une compagnie qui peut vivre dans l'environnement actuel, avec des capitaux publics? Écoutez, si la caméra pouvait vivre, pourquoi est-ce que cette compagnie ne pourrait pas vivre? La question, c'est quel est l'impact, quel est le degré d'implication de l'État dans le fonctionnement de cette compagnie? Vous avez dans le monde des compagnies qui sont détenues par des fonds publics et qui survivent. Maintenant, il faudrait, comme je vous le disais, si cette aventure était à refaire, vous m'avez demandé, là, il y a quelques préalables qu'il faudrait qu'ils soient... Vous parlez des préalables, est-ce qu'on peut revoir Yves-Michel Futso à la tête d'une compagnie aérienne Nationale? Nationale. Peut-être étrangère alors. Bon, tout dépend qui demande, parce que, écoutez, je ne chôme pas. Hein. Soyons quand même, je ne chôme pas. Je dois avoir combien, si on prend rien que dans les plantations à Banjoun avec Proleg et légumes, c'est plus de 20 000 cultivateurs qui sont encadrés. Dans le domaine financier, c'est presque 700 et quelques de personnes dans les banques, le groupe bancaire. Bon, j'ai du monde. Autrement, vous n'êtes plus demandeur aujourd'hui. Je n'étais pas demandeur non plus avant. Mais vous savez, je vous le redis, quand vous croyez en votre pays, quand des gens qui parlent du président, j'apprécierais que ce soit Yves-Michel Futso que vous reteniez. Michel Futso, on l'a dit tantôt, quand vous présentez, vous êtes PCA, donc actionnaire ou intéressé dans une carrière de société répartie à travers plusieurs continents. Certains sont considérés comme des paradis fiscaux. Je parle évidemment du siège de certaines de ces sociétés-là. Alors que cache cette stratégie? Est-ce que c'est une volonté du groupe Futso de vouloir dissimuler quelques avoirs? Non, nous ne cachons rien. Lorsque vous parlez de paradis fiscal, je crois qu'il faut relativiser les choses. Dire que la Suisse, ou surtout le Luxembourg, sont des paradis fiscaux, je crois que c'est ne pas vouloir tenir compte du fait que la Suisse, par exemple, applique les mêmes règles de contrôle et déontologiques dans le secteur financier et bancaire que les pays de l'Union européenne. Et plus particulièrement en ce qui concerne le Luxembourg, où nous avons le siège d'ailleurs de la holding bancaire, le Luxembourg fait partie de l'Union européenne et je pense d'ailleurs que la Banque européenne d'investissement, qui est l'une des plus grosses banques d'Europe, a son siège également à Luxembourg. Certaines personnes pensent que lorsqu'on s'installe dans des pays comme cela, c'est parce qu'on recherche une opacité. Ce n'est pas vrai. Il faut, je pense, l'intégrer dans la volonté d'optimiser au mieux les aspects fiscaux, donc la rentabilité des entreprises que nous dirigeons ou que nous créons. C'est uniquement dans ce cadre-là que nous choisissons nos points d'implantation. Alors, on vous a pas vu sur un plateau de télévision depuis votre départ de la Camer. On a envie de vous demander que devenez-vous depuis tout ce temps?
Monsieur Essamba, écoutez, mon départ de la CAMER date de novembre 2003, ça veut dire il y a 5 ans. En 5 ans, vous avez bien voulu énumérer une petite partie de mon CV. Je n'ai pas chômé. Je travaille, comme je l'ai d'ailleurs toujours fait, et comme je l'ai fait également lorsque j'étais à la tête de la CAMER, je travaille et il n'y a que depuis 4 mois que je suis un petit peu à l'étroit à l'intérieur du triangle national, mais je peux vous dire que après mon départ de la CAMER, je crois que j'ai pris 1 mois de repos et ensuite je ne pense pas, sur les 3 dernières années, avoir passé 10 jours d'affilée dans le même pays. Si on ne vous a pas vu sur un plateau de télévision ou accorder des interviews à d'autres types de médias, il reste en revanche que votre nom est très connu, plus connu ces derniers jours que par le passé, par rapport à une actualité brûlante au Cameroun, celle liée à l'assainissement des mœurs publiques pour ce qui est de la gestion des finances publiques, par exemple. Votre nom revient tous ces derniers temps à la presse, notamment pour ce qui est de l'opération Épervier. D'abord, votre réaction par rapport à Yves-Michel Folso, presque à la une de tous les journaux, dans tous les médias. Ça se voit que vous n'essayez pas de vous mettre à ma place. Ce n'est pas évident. Et croyez-moi, c'est contre mon gré, tout cela. Il s'avère que j'ai eu à occuper certaines fonctions au sein de la République, en l'occurrence à la tête de la CAMER. J'ai eu la CAMER qui était une société stratégique pour le pays. J'ai eu de ce fait à avoir accès à des informations tout aussi stratégiques, et peut-être que cela entraîne certaines spéculations. Mais je tiendrai quand même peut-être à ce que vous précisiez que mon nom n'est jeté en pâture, puisqu'il faut le dire tel que c'est, que sur la période concernée, sur la période de mon passage à la CAMER. Je pense que c'est la seule période qui semble apparaître, permettez-moi le mot, obscur pour certains. Alors, ça n'empêche pas que... Pourquoi est-ce que vous communiquez aujourd'hui, M. Folso? Ça fait des mois et des mois que la presse écrit. Vous êtes à la une des journaux, mon collègue. Va être construite à Bonanjo, une tour de 23 niveaux. Donc, on continue à vivre. En dehors de cela, le groupe bancaire avance. L'administrateur directeur général de CFH m'a informé des avancements des projets sur le Congo, extension donc du groupe bancaire sur le Congo, Congo démocratique et même l'Angola. Alors, Monsieur Folso, Yves Michel, vous êtes connu au sein de l'opinion camerounaise, tout au moins, comme un monsieur très riche, peut-être autant que son père. Alors, est-ce que nous pouvons essayer d'avoir de vous vos affaires personnelles et peut-être vos sources de revenus? Monsieur Koum, vous savez, la richesse, c'est quelque chose de relatif. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de riche. Vous allez peut-être... mais vous êtes riche. Tout dépend qui vous regarde. Peut-être pas autant que vous. Non, mais moi aussi, j'ai des gens, je vais dire, je ne suis pas autant riche. Peut-être qu'il faudrait que je sois aussi riche aussi que d'autres personnes. Non, disons qu'on ne va pas acheter facilement une Mercedes dernier cri, un avion, M. Folso. Donc, je veux dire que, quand même, bon, c'est reconnu que vous êtes quand même quelqu'un de très aisé. Oui, mais je suis aisé. Par la grâce de Dieu, je suis aisé. Autant que votre père? Mon père, vous savez, quand vous voulez faire une comparaison, il faut comparer ce qui est comparable. La question, c'est quelles sont les charges de mon père? Mon père a de telles charges qu'il gagnerait, 2 fois, 3 fois plus que moi. Il dépense aussi X fois plus que moi. Donc, sa fortune ne doit pas être quantifiée en ce qui est, mais en ce qui entre. Vous comprenez? Et dans ce cas, je dis non, mon père est bien plus riche que moi. Mais mon père, ça entre et ça ressort. Alors, je voudrais vous demander quand même, que vaut aujourd'hui le groupe Folso, monsieur Folso? Écoutez, ne me faites pas donner l'impression que je fais du Non, c'est important de savoir. Le groupe Folso, le groupe, bon, écoutez, allez, on va dire le groupe
en général. Parce qu'il existe des structures dites groupe FOTSO, mais nous parlons à peu près globalement. Nous serions, je vous le dis, bon, depuis 4 mois, je n'ai pas regardé les chiffres, hein, je ne sais pas comment ça a évolué, mais je dirais que nous devons avoir un total bilan de l'ordre de 500 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne ma supposée fortune personnelle, je vous assure, je ne suis pas aussi riche que vous le pensez. On confond les actions sociales que je peux faire, cette culture du partage. Le bon Dieu m'a donné, j'ai cette chance. Et bien, quand je peux, j'aide. Monsieur Fotso, c'est la raison pour laquelle vous distribuez de l'argent souvent dans des cérémonies, des mariages. Moi, je vous ai vu à la télé donner de l'argent avec tout votre groupe lors d'une cérémonie. C'était d'ailleurs, je crois, sur la caméra. Est-ce que ce n'est pas... Pourquoi est-ce que vous distribuez de l'argent comme ça, monsieur Fotso? Ben, écoutez, je vais déjà vous dire que je ne le fais plus. Pourquoi vous avez arrêté? J'ai arrêté parce que j'ai vu que c'était mal compris. Pourquoi je le faisais avant? Vous avez dit, je suis riche. Moi, je dis, monsieur Koum est riche. Je dis, vous, monsieur Ngongan, vous êtes riche. Monsieur Essomba, vous êtes riche. Tout dépend. Quand le petit gars de la rue, le sauveteur, et même celui qui n'a même pas sauveteur, qui ne fait rien, qui est là, démuni dans la rue, il vous regarde. Mais vous êtes riche. Donc, quand je peux donner un petit peu l'artiste qui chante, l'artiste qui a créé son œuvre, si je peux lui donner un petit peu de sous, j'aurais pu lui donner en cachette. Et puis quand vous dites donner de l'argent, c'est combien? Quand vous changez des billets de 1000 francs ou de 5000 francs que vous donnez, si vous en sortez, je sors 50 billets de 1000 francs, ça fait 50 000 francs. Vous-même vous l'avez dit. Quand vous roulez dans une Mercedes, quand je fais Douala Yaoundé, je dépense combien en carburant? Vous comprenez? Il faut qu'on relativise les choses. Et j'ai compris qu'on ne me comprenait pas. Et quand je le fais en public, quand je le faisais en public, parce que je ne le fais plus et je ne le ferai plus, quand je le faisais en public, c'est de stimuler, de montrer aux gens qu'on peut faire et de pousser à ce que d'autres le fassent. Et ça augmente la cagnotte de ce créateur, cette personne qui... voilà. C'est dans ce sens que je le faisais. Mais je peux vous assurer que j'ai compris. Désormais... Vous ne le ferez plus? Je ne le fais déjà plus. Ce n'est pas je ne le ferai plus. Je ne le fais plus. Ça fait déjà plusieurs mois. C'est terminé. Alors, comment est-ce que vous arrivez à concilier toutes ces casquettes-là, monsieur Michel Fotso, entre, sur le plan bien sûr interne et international, avec toutes ces contraintes-là, on est en train de vous humilier, enfin, vous considérez qu'on vous humilie ici, on est en train, chaque fois, de dire Michel Fotso, il a détourné de l'argent et autres, et vos obligations professionnelles. J'apprécierais que ce soit Yves-Michel Fotso que vous reteniez. Michel Fotso, on l'a dit tantôt, quand vous présentez, vous êtes PCA, donc actionnaire ou intéressé dans une carrière de société répartie à travers plusieurs continents. Certains sont considérés comme des paradis fiscaux. Je parle évidemment du siège de certaines de ces sociétés-là. Alors que cache cette stratégie? Est-ce que c'est une volonté du groupe Fotso de vouloir dissimuler quelques avoirs? Non, nous ne cachons rien. Lorsque vous parlez de paradis fiscal, je crois qu'il faut relativiser les choses. Dire que la Suisse, ou surtout le Luxembourg, sont des paradis fiscaux, je crois que c'est ne pas vouloir tenir compte du fait que la Suisse, par exemple, applique les mêmes règles de contrôle et déontologiques dans le secteur financier et bancaire que les pays de l'Union européenne. Et plus particulièrement en ce qui concerne le Luxembourg, où nous avons le siège d'ailleurs de la holding bancaire, Luxembourg fait partie de l'Union européenne et je pense d'ailleurs que la Banque européenne d'investissement, qui est l'une des plus grosses banques d'Europe, a son siège également à Luxembourg. Certaines personnes pensent que lorsqu'on s'installe dans des pays comme cela, c'est parce qu'on recherche une opacité. Ce n'est pas vrai. Il faut, je pense, l'intégrer dans la volonté d'optimiser au mieux les aspects fiscaux, donc la rentabilité des entreprises que nous dirigeons ou que nous créons. C'est uniquement dans ce cadre-là que nous choisissons nos points d'implantation. Alors, on vous a pas vu sur un plateau de télévision depuis votre départ de la Camer. On a envie de vous demander que devenez-vous depuis tout ce temps? Monsieur Essomba, écoutez, mon départ de la Camer date de novembre 2003, ça veut dire il y a 5 ans. En 5 ans, vous avez bien voulu énumérer une petite partie de mon CV. Je n'ai pas chômé. Je travaille, comme je l'ai d'ailleurs toujours fait, et comme je l'ai fait également lorsque j'étais à la tête de la Camer, je travaille et
Il n'y a que depuis 4 mois que je suis un petit peu à l'étroit à l'intérieur du triangle national, mais je peux vous dire que après mon départ de la CAMER, je crois que j'ai pris 1 mois de repos, et ensuite je ne pense pas, sur les 3 dernières années, avoir passé 10 jours d'affilée dans le même pays. Si on ne vous a pas vu sur un plateau de télévision ou accorder des interviews à d'autres types de médias, il reste en revanche que votre nom est très connu, plus connu ces derniers jours que par le passé, par rapport à une actualité brûlante au Cameroun, celle liée à l'assainissement des mœurs publiques pour ce qui est de la gestion des finances publiques, par exemple. Votre nom revient tous ces derniers temps à la presse, notamment pour ce qui est de l'opération Épervier. D'abord, votre réaction par rapport à Yves-Michel Folso, presque à la une de tous les journaux, dans tous les médias. Ça se voit que vous n'essayez pas de vous mettre à ma place. Ce n'est pas évident. Et croyez-moi, c'est contre mon gré, tout cela. Il s'avère que j'ai eu à occuper certaines fonctions au sein de la République, en l'occurrence à la tête de la CAMER. J'ai eu la CAMER qui était une société stratégique pour le pays. J'ai eu de ce fait à avoir accès à des informations tout aussi stratégiques, et peut-être que cela entraîne certaines spéculations. Mais je tiendrai quand même peut-être à ce que vous précisiez que mon nom n'est jeté en pâture, puisqu'il faut le dire tel que c'est, que sur la période concernée, sur la période de mon passage à la CAMER. Je pense que c'est la seule période qui semble apparaître, permettez-moi le mot, obscur pour certains. Alors, ça n'empêche pas que... Pourquoi est-ce que vous communiquez aujourd'hui, M. Folso? Ça fait des mois et des mois que la presse écrit. Vous êtes à la une des journaux, mon collègue. Boeing Business Jet flambant neuf, je tiens à le préciser. Ce n'était pas un avion vieux de je ne sais pas combien d'années. J'ai été effectivement saisi par la présidence de la République pour l'assister à acquérir cet avion. Mais avant de vous donner le déroulement de cette affaire, je tiens à préciser que mon prédécesseur déjà avait commencé certaines... Monsieur Etoundi. Monsieur Etoundi, Monsieur Cyril Etoundi à Tangana, avait commencé déjà à rechercher un Boeing Business Jet, avait contacté d'ailleurs Ansett. Tiens, on parlait de Ansett. Lui, il était très bien. Apparemment, il avait de très bonnes relations avec Ansett. Il avait contacté Ansett. Je crois que l'Exim Bank États-Unis avait été contacté aussi. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui existe. Le seul problème, il y a quelques difficultés par rapport à certaines contraintes que vous me permettrez de ne pas énumérer ici, bien que j'ai pu lire dans la presse, parce que la presse semble très bien informée quand elle n'est pas manipulée. Le Boeing Business Jet, donc, je suis mandaté pour aider l'État à l'acquérir. Nous trouvons, je propose donc à la présidente de la République les services de GIA. Je tiens encore à préciser, je ne suis ni partie prenante, ni actionnaire, ni rien du tout chez GIA. Donc GIA sert d'intermédiaire financier pour le montage pour acquérir cet avion. Pourquoi l'intermédiaire? Pourquoi pas traiter en direct, M. Folso? On ne peut pas traiter en direct parce que le Cameroun a des contraintes par rapport au programme d'ajustement structurel. Ça, c'est un. Deux, le Cameroun n'a pas l'argent pour payer, enfin, l'argent quand on entend, ça veut dire il n'y a pas cette masse, il n'y a pas de budget pour ce faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent du tout, mais il n'y a rien de prévu pour cela. Donc, l'avion tout neuf, lui, il coûte 72 millions de dollars, à peu près. On me demande donc de m'en occuper. GIA reçoit, le ministre décide de transférer les fonds, le ministre des Finances, décide de transférer les fonds à GIA, ce qui est fait. GIA contracte avec Boeing pour le Boeing Business Jet et une délégation part pour voir les options, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces options-là. En ce qui me concerne, mon rôle, j'ai mené à bien la mission qui était la mienne. Le Boeing Business Jet
que souhaitait avoir le président de la République a été fabriqué par Boeing, a été réceptionné, a été équipé avec tout ce qu'il fallait, antimissiles, etc., tout ce qu'il fallait, ce que souhaitait l'État du Cameroun. On a réceptionné techniquement l'avion. Les pilotes de l'état-major particulier de la présidence de la République sont allés aux États-Unis, ont fait les vols d'essai, etc. Et, tout. Et je peux vous dire d'ailleurs que les clés de cet avion se trouvent encore aujourd'hui entre leurs mains. Mais pour des raisons dont j'ignore, pour des raisons qui me sont inconnues, l'État du Cameroun, je préfère ne citer personne, l'État du Cameroun décide de ne pas poursuivre, alors qu'il restait à signer les billets à ordre pour matérialiser donc la prise de propriété définitive de cet avion. L'État décide de ne pas signer et... Monsieur Futso, on est là à un point véritablement sensible de cette affaire. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez essayé de vous en inquiéter auprès de qui de droit? Parce que vous semblez dire là que c'est là le nœud de l'affaire, parce qu'on a du mal à comprendre que vous ayez engagé une telle procédure, que l'avion a été techniquement réceptionné et que, paf, du jour au lendemain, tout est arrêté. On reprend à zéro, vous n'êtes plus à la caméra et puis on se retrouve fourré avec un albatros qui, quelques temps plus tard, s'avère défaillant. Écoutez, moi je ne suis pas... je n'étais qu'à cette période-là, donc de 2000 à 2003, j'ai été un haut commis, enfin je me qualifie ainsi, il y a un commis tout simple, si ça vous arrange, de l'État. Je n'étais pas dans les arcanes décisionnels. Je ne sais pas quelle a été la motivation des responsables de la présidence de la République à ce moment-là, mais tant est-il que, peut-être avec un petit peu l'influence du cabinet APM aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un peu entremêlé. Il s'avère qu'on ne veut pas de l'avion que Futso livre. Mais il y a quand même 31 millions de dollars qui sont sortis à un moment donné des caisses, M. Futso. Et c'est cette clause beaucoup plus cher, et là, la réparation coûtait seul, le devis de Boeing tout seul, était de 47 millions de dollars pour la coque, le fuselage. Boeing a fait un devis donc en disant, et j'ai d'ailleurs eu à intervenir, non, M. Gongan, parce que j'étais choqué par ce que j'entendais quand, par inadvertance, j'ai suivi les propos de votre invité. C'est Boeing qui donne son devis. Mais en dehors du devis de Boeing à 47 millions, vous avez besoin du devis de Pratt & Whitney, qui est le motoriste, qui lui doit vous dire, on dit tout était bon. C'est pas vrai. L'avion a quitté la piste. Je ne vais pas revenir dessus, on vous l'a expliqué, je crois, très bien. Mais lorsqu'il est entré dans le truc, il y a les moteurs d'un côté qui ont pris de la terre, ont raclé le sol. Tout ça doit être révisé. Le motoriste doit dire combien il estime le débit pour ce faire. En dehors de cela, l'avion est arrivé sur une buse d'évacuation d'eau et le train avant est entré dedans et s'est complètement cassé, au point où il est remonté à l'intérieur de la cabine en première classe. Tout le système électronique de l'avion se trouve dans le nez et dans cette partie. Donc ça vous fait, et je tiens à vous signaler aussi que le système électronique de l'avion représente environ 30 à 35% du coût d'un avion. Tout est perdu. Il faut attendre aussi que l'équipementier de l'électronique vous donne son devis. Quelques mois après, nous avons eu, donc, globalement, il fallait à peu près 70 millions de dollars pour réparer cet avion, qui n'en valait à l'Argus que 18 millions. Vous dites, c'était une mauvaise... je devais choisir, je n'avais pas le choix. D'abord, l'assureur a décidé, si vous voulez réparer, moi je vous verse ma part, et puis vous débrouillez pour trouver le complément. Dites-moi ce que vous auriez fait. Alors, on estime que... est-ce que vous estimez que vous avez laissé une société en bon état, M. Futso, au moment où vous partez de la caméra? Est-ce que vous n'avez pas profité aussi pour surendetter la compagnie par rapport à votre banque, enrichir votre famille? Monsieur Gongan, il faut bien comprendre comment fonctionnent les banques. Et quels sont les risques qu'une banque peut prendre sur une société anonyme. La caméra, bien que l'État soit majoritaire, est une société anonyme. Ce qui veut dire qu'elle peut être liquidée. Et en droit des affaires, si vous avez des créanciers qui n'ont pas sécurisé leurs créances par des garanties, donc une hypothèque ou bien une garantie de l'État, ou etc., si la société fait faillite, tout est perdu.
Il faut bien que cela soit clair. Quand on dit que j'ai endetté, non. La CBC a pris de gros risques. Elle a soutenu la Camer sans aucune garantie, sur la simple base de ce que son vice-président, que j'étais à l'époque, leur a dit, le chef de l'État tient... C'est une anomalie, M. Fotso. Mais la COBAC, d'ailleurs, a eu à me rappeler à l'ordre. Hein. Mais on était patriotes, nous sommes patriotes, nous croyons en notre pays. Vous pensiez faire œuvre de patriotisme à l'époque? Je ne pensais pas, je faisais œuvre de patriotisme. Et je continue à penser que ce pays a un bon avenir, un grand avenir. Et vous en êtes d'ailleurs la preuve, parce que quand je vois de jeunes personnes comme vous, aussi percutantes, comme si vous aviez des dizaines d'années de bouteilles. Merci Michel Fotso. Vous affirmez donc que à votre départ, vous avez laissé la Camer en bon état. Permettez-moi de vous donner quelques éléments, vous apprécierez vous-même. Lorsque j'arrive, le chiffre d'affaires est de 56 milliards. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de comptabilité et tout. Les 3 années qui ont précédé mon arrivée, les pertes cumulées s'élèvent à 33 milliards de francs CFA, moins 33 milliards. Ça veut dire, vous comparez 33 milliards par rapport à un chiffre d'affaires de 56 milliards, ça vous fait pratiquement 60% du chiffre d'affaires qui est perdu. Je fais passer ce chiffre d'affaires grâce justement à ces avions, grâce à ces acquisitions, grâce à cette rigueur que j'ai essayé d'imposer. Je fais passer ce chiffre donc de 56 milliards à 92 milliards. J'institue une qualité de service telle que les Nations Unies, la Banque mondiale, etc. reviennent. Si vous vous renseignez auprès des hôtesses et stewards, des pilotes qui sont de bonne foi, ils vous diront qu'ils n'ont jamais autant travaillé qu'à l'époque où j'étais. Et travailler avec des passagers. Ça, il faudrait quand même le noter. Donc, j'estime que oui, j'ai fait du bon travail. D'abord par le chiffre d'affaires. Cette société, donc, il devait être privatisée. Le 747 Combi, lui, il est séquestré dans les ateliers d'Air France pour non-paiement des frais de remise en ordre. Je tiens à préciser donc que cet avion avait été entretenu par la South African Airways pendant un certain temps et l'État, ou le propriétaire en tout cas, avait décidé de le ramener chez Air France et il fallait un réaménagement technique. Cet avion est bloqué là-bas. Donc j'arrive, il n'y a rien. Il faut tout faire. La première chose que je fais, c'est d'obtenir de l'ANSET un report de la repossession de ces avions. Ce report m'est accordé, il m'est donné 10 jours pour pouvoir payer les arriérés. C'est grâce à qui que je paye les arriérés? Je crois que vous connaissez les procédures de l'État pour sortir des fonds. Votre banque? Mais oui, monsieur. C'est la CBC qui accepte de faire l'avance pour payer cela et qui permet donc à la Camer de continuer à fonctionner. Je trouve un avion de AIC, Air Inter Cameroun, qui est loué à 495 000 $ en ce qu'on appelle en wet lease. Ça peut se justifier quand même parce que entre le wet lease, ça veut dire équipage complet, tout frais payés par le propriétaire, et il y a ce qu'on appelle le dry lease, où vous prenez rien que l'avion, vous mettez vos propres pilotes, les hôtesses de carburant, etc. Mais qui est loué à 495 000 $. Je négocie la réduction de cet avion à 235 000 $ le mois. Voilà déjà des actes que je pose dès mon arrivée à la Camer. Vous faites faire des marges, en fait. Je fais faire des économies à la société. Vous avez parlé tout à l'heure du Boeing 747. L'autre chose que les Camerounais ont entendu ces derniers temps, parlant de votre gestion de la Camer, c'est le choix opéré pour parler de ce Boeing. Vous avez choisi de le liquider. Je ne sais pas si le terme est celui qu'il faut utiliser. Après la sortie des pistes de Paris. Je vous remercie. Oui, mais M. Fotso, est-ce qu'on aurait pu le réparer? Après la sortie des pistes de Paris, on a parlé, certains experts estiment que le commandant Ngounou, par exemple, qui était aux commandes de l'appareil, estime que vous aurez pu réparer cet avion-là. Bon, déjà, M. Gongan, permettez-moi de répondre à M. Koum sur le fait qu'il a dit « je liquide l'avion ». Je ne liquide pas l'avion. C'est pas moi qui suis aux commandes quand il va se planter. Hein. Donc, je n'ai pas commandité quoi que ce soit. Hein. Ça, vous devriez d'ailleurs demander au commandant Ngounou qui pilotait d'ailleurs cet avion ce jour-là. Hein. Donc, je n'ai pas commandité une sortie de piste de cet avion. Dieu merci, les choses se passent, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mort. Et moi, je remercie le bon Dieu pour cela. Parce que l'une de mes hantises, c'était de pouvoir quitter cette compagnie sans qu'il y ait jamais d'accident, sans qu'il y ait de mort pendant que je dirigeais. Et ça y est, sachez-le, j'étais très strict sur le plan technique,
sur le plan de la maintenance des avions. Et je reviendrai d'ailleurs pour vous donner encore des éléments sur ce que j'ai apporté, parce que les Nations Unies ne prenaient plus la CAMER. La Banque mondiale, le FMI, leurs agents, il leur avait été interdit de prendre la CAMER, justement, parce qu'il y avait quelques inquiétudes sur la qualité de la maintenance. Tout ça, c'est moi qui réussis à ramener tout ce monde. Mais pour répondre plus particulièrement à votre souci, le combi, vous dites, était-il réparable ou non? Oui, il était réparable. Mais il n'a pas été réparé. Monsieur Koum, quand vous dites « il n'a pas été réparé », nous ne sommes pas dans une opération sentimentale. C'est une question de gros sous. C'est une entreprise commerciale qui doit fonctionner. C'est exactement comme si vous avez votre Mercedes 190. Vous avez un accident sur la route de Douala. Vous faites un tonneau. OK ? Votre véhicule est un véhicule qui a 10 ans d'âge, qui vaut 3 millions de francs CFA si on voulait en racheter un autre du même âge et avec la même usure. Vous dites, est-ce que mon véhicule est réparable ou non? Mais le garage vous dit, oui, il est réparable. Vous avez fait un tonneau et tout, mais ça va, on peut le réparer. Mais on vous dit, pour vous le réparer, il faut le réparer presque aussi cher que d'acheter un véhicule neuf. Vous faites quoi? Vous considérez donc que c'est réparable? Moi, en tant que gestionnaire, je considère que... C'était le cas de la combi. C'était le cas du 747 combi. 750, oui. Mais en plus de cela, ce n'est pas moi qui prends la décision. C'est celui qui paye. Et celui qui paye, c'est l'assureur qui paye. Et l'assureur vous dit, moi, je le voulais assurer pour une valeur de temps. Comme la réparation, vous avez intérêt à être plutôt... à avoir son bon... avoir de bons rapports avec elle. Tous les sujets que nous sommes en train d'évoquer ici sont presque liés. C'est pour ça que tout au long de cet entretien, on aura l'impression d'avancer et de revenir sur des sujets que nous avons déjà abordés avec vous. C'est peut-être ce que je vais faire tout de suite. Yves-Michel Folso, au moment où l'opération Épervier bat son plein, pour parler ainsi, au Cameroun, et justement on remarque que non seulement votre nom est dans la presse pour ce qui est des différentes affaires que nous avons déjà évoquées, mais également on parle de Yves-Michel Folso dans les affaires d'escroquerie, de blanchiment d'argent en Suisse. Quel est le lien que vous faites entre ce qui se passe sur place ici et des affaires qui viennent de ce pays-là pour lesquelles on vous accuse encore? Non, je maintiens ce que je vous ai dit. Hein. Il n'y a pas d'affaires suisses. C'est les affaires du Cameroun qui sont déportées. Il y a une volonté manifeste d'un certain groupe de Camerounais de déstabiliser le groupe Folso. Quelle en est la raison? Je ne le sais pas encore. De vous déstabiliser, vous, ou alors tout le groupe? La question est là. Je pense maintenant, vu l'ampleur des dégâts, vu la hargne qu'on ressent dans ce fameux monsieur Francis Nana, qui est apparemment le bras séculier d'un groupe d'individus, je pense que c'est le groupe entier qu'on veut déstabiliser. Ça va au-delà de ma personne. Monsieur Folso, il n'y a pas très longtemps, on a encore parlé d'une autre affaire d'avion. Vous aurez commandé des CRJ à la compagnie, à la société Bombardier au Canada, et des avions qui ne sont pas arrivés au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la vie de la CAMER, si on vous la relate, il est très facile. Il est si aisé de venir 5 ans après et de dire ça c'était mauvais, ça c'était... Il y a eu une décision du conseil d'administration de la CAMER, avec l'aval des autorités, d'acquérir un avion bombardier CRJ 700, qui est un jet de 70 places. Pour ce faire, il a été décidé d'utiliser une partie de l'indemnisation du Boeing 747 Combi. Il y a donc eu un acompte de 12 millions de dollars qui a été versé à Bombardier pour ce faire. Bombardier Capital, qui est le bras financier de Bombardier fabricant, Bombardier Capital, donc, fait une lettre à la CAMER et dit « Je suis prêt à financer donc, sur 7 ans, je pense de mémoire, cet avion, sous réserve, vous versiez donc 12 millions qui représentaient, je pense, 30 et quelques pourcents, c'est la règle en général, 30 et quelques pourcents de la valeur de l'appareil. Tout se passe bien, l'avion est fabriqué. L'avion est peint aux couleurs de la CAMER. Les pilotes sont allés faire leur qualification là-dessus. Les pièces de rechange ont été livrées à Douala. Et survient
les événements du 11 septembre aux États-Unis. Catastrophe dans le domaine aérien. Bombardier Capital voit tous les avions qu'il avait financés, une grande partie qui lui sont rendus. C'est un peu comme ce qu'on entend aujourd'hui avec les problèmes de la crise financière liée au logement. C'est une crise, c'est la catastrophe. Bombardier Capital dit « Je ne peux plus vous financer parce que je me mets sous la protection du Chapter 11, c'est-à-dire la protection contre les éventuels créanciers. Nous devons donc chercher un autre financier, puisqu'on a versé 12 millions. Tout était prêt et on n'a pas pu récupérer l'avion. Lorsque je pars de la Camer en novembre 2003, l'affaire est toujours pendante. Mon successeur aura sûrement beaucoup à vous dire de ce que j'ai cru entendre, des manipulations qu'il y a pu y avoir autour de cela. Mais en clair, en ce qui me concerne, je pense que les 12 millions sont toujours chez Bombardier et il suffit d'aller... On peut les récupérer? Écoutez, je ne sais pas ce qui a été manipulé. Une fois que je suis parti, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, avant que je ne parte, il y a toujours... la transaction est toujours pendante. Donc, j'ai été surpris, là j'espère ne pas trahir un quelconque secret de l'instruction, j'ai été surpris lorsque j'ai été auditionné par les enquêteurs il y a 10 jours, je pense, sur cette affaire Bombardier, de constater que c'était une lettre anonyme, c'est sur la base d'une dénonciation anonyme. Ça veut dire que les gens n'ont même plus le courage de signer les accusations. Mais, messieurs, si vous êtes sûrs de ce que vous dites, ayez au moins le courage d'agir comme monsieur Francis Nana. Vous permettre de dire votre mot de fin. Tout s'est passé dans ces différentes affaires pour lesquelles vous êtes interpellé, comme si vous saviez qu'on allait en arriver là. Parce que même pour certaines affaires ou des dossiers, on n'avait pas de traces. Selon ce que nous avons également appris dans la presse, c'est à partir de vous qu'on a pu reconstituer la vérité. Vous réagissez par rapport à ce petit commentaire que je viens de faire. Et puis vous nous dites si à un moment donné, il vous est apparu qu'avec votre passage auprès des éléments de la police judiciaire, à partir de vos témoignages, vous avez pu faciliter la tâche de la police au point peut-être de permettre qu'on établisse véritablement la culpabilité de certaines personnalités impliquées dans cette affaire. Je voudrais compléter avant que vous ne répondiez qu'il est quand même curieux d'observer que depuis 4 mois, vous défilez la police judiciaire, vous en ressortez et que, contrairement à vous, d'autres personnalités y sont allées et on sait où elles se trouvent aujourd'hui. Parce que vous êtes le livreur de ces gens. Je ne suis livreur de rien du tout. C'est par simple culture que vous avez gardé tous ces documents jusqu'au plus petit détail? Non, non. Je vais vous... Ou bien parce que vous saviez ce qui allait se passer? Si vous m'accordez 2 minutes, allez-y, vous les avez. Je ne vais pas être plus long. Oui. Je vous dirai, encore une fois, je dis, je crois en Dieu. Je crois en le parcours de chacun. Lorsque je suis nommé à la Caméra, la première prise de fonction, dès le jour où je prends mes fonctions, les gens viennent, comme vous savez bien, les Camerounais savent le faire, tant que vous êtes au sommet, on vous passe la poudre. Les collaborateurs viennent et tout. Il faut tuer M. Etoundi, il a volé à gauche, il a pris ceci, il a fait cela, il a vendu les avions, il a pris des commissions, il a vendu les actions Equance. M. Etoundi a vendu les avions pour 6 ou 7 milliards, a vendu les actions Equance pour 8-9 milliards, c'est à peu près 15 milliards qui ont été... Oh là là, il faut le dénoncer, il faut. Est-ce que c'est un éclair du bon Dieu? Dans tous les cas, lorsque je tiens ma première, et d'ailleurs dernière, conférence de presse, lorsque un journaliste me pose la question de savoir, bon, mais vous allez faire quoi? Avec tout ce que M. Etoundi a volé, a piqué, vous faites quoi? Il faudrait qu'on porte plainte. Je lui ai dit, de mémoire, vous savez, on ne m'a pas nommé pour aller chercher à savoir ce que mon prédécesseur a fait. Si telle était la mission, on aurait mis un juriste à ma place. Mais ce que vous dites là, je suis certain que demain, quand moi je partirai, vous direz la même chose. Et croyez-moi, c'est de là que la lumière est née. À partir de ce moment, chaque document sur lequel je mettais mon accord, même ma simple griffe pour accord de réparer un truc mémo interne, j'en gardais copie. Et par rapport à ce que vous dites que la police, j'aurais apporté des informations, non, ce n'est pas peut-être. J'ai aidé, les enquêteurs me l'ont dit. Ils m'ont dit, merci, grâce à vous, on réussit à comprendre et à constituer... Vous nous permettez d'arrêter des gens.
Ah mais moi je ne cherche pas à arrêter, je donne la vérité. Je n'ai Et pas là, si on demandé- arrête, bon. Mais non, mais c'est eux qui savent si on va arrêter. Moi on m'a cité. On m'a accusé de tous les noms. Tout le monde vous disait d'abord Albatros c'était moi, pour ne parler que de ça. On disait que GIA c'était moi, que APM m'a accusé, etc. Mais il se retrouve que c'est plutôt APM qui devrait être accusé. Il se retrouve qu'Albatros est traité pendant que je n'étais pas là. Et il s'avère que GIA, en fait, c'est le même État qui a empêché que GIA ne performe. Que voulez-vous? Ce n'est que la vérité. Donc j'ai porté la vérité. Comme vous venez également de le faire tout au long de cette émission, tout ce que vous avez dit ne relève que de la vérité. Vous le dites en plein écran, face à nous, face à tous les téléspectateurs. Je le dis solennellement. Bien, Monsieur Yves Michel Futso, nous allons conclure ce programme avec vous en vous permettant, je pense que pour ce programme spécial, on pourrait vous laisser l'occasion de dire votre dernier mot, peut-être pour laisser le message fort qui devrait rester comme le guide de cette sortie médiatique qui pour beaucoup va rester de l'inédit ou de l'inattendu. Écoutez, Monsieur Essamba, Monsieur Gongan, Monsieur Koum, je vous remercie d'abord vraiment très sincèrement de m'avoir invité, de m'avoir reçu, de m'avoir permis de m'exprimer. Je vous remercie de m'avoir permis de rassurer, pour ceux qui auraient pu avoir quelques inquiétudes, le personnel du groupe, de remercier, me permettre de remercier au travers de vous les clients, les partenaires du groupe, et encore monter vidéo en Uruguay pour amener les troupes de l'ONU. Nous faisons 4 vols par mois de 24 heures de rotation, hein, 24-26 heures, 13 heures dans chaque sens. Nous ramenons les troupes de l'ONU à Douala, on les éclate sur Kinshasa et Kananga en République démocratique du Congo. C'est grâce à quoi? On est payé rubis sur l'ongle par les Nations Unies dans ce cas-là. Lorsque les Miss Monde sont en danger pour des raisons religieuses à Abuja, c'est qui qu'on appelle? C'est encore la CAMER, parce que l'image de la CAMER est bonne désormais. C'est la CAMER, c'est le 747 de la CAMER qui atterrit à Abuja et qui évacue les Miss Monde sur Londres. Il y a encore on est allé à Pointe-à-Pitre et tout, c'est avec ces avions, monsieur. Donc c'est dans l'intérêt de la CAMER, c'est grâce à ces Vous avez touché avions. des commissions là-dessus, monsieur Futso? Monsieur Gongan, je ne fais que dire, je ne fais que répéter depuis bientôt 4 mois que je n'ai pas touché de commission, que je ne suis pas lié à GIA, que GIA est créé en 1996. Je n'avais même pas rêvé un jour d'être à la CAMER. Donc je ne suis pas partie prenante dans cette société, je n'ai pas touché de commission et je mets au défi quiconque d'apporter la preuve du contraire. Alors, que dites-vous de ces informations qui circulent et qui prétendent que du temps de votre séjour à la CAMER, vous ne perceviez pas de salaire, que vous ne... On a le sentiment que vous avez fait don de vous carrément à cette entreprise, que vous n'avez rien reçu comme franc sortant des caisses de la CAMER, même pas votre traitement salarial. Quand j'arrive à la CAMER, la situation est tellement catastrophique qu'en tant que manager et humain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être manager, être patron, c'est une chose, mais il faut aussi avoir un peu d'humanisme. Je demande des sacrifices énormes au personnel. Et vous voulez que je commence par venir me faire payer moi? Je leur dis, vous devez vous serrer la ceinture, je me fais payer. J'ai fait ce que je croyais être bon pour stimuler le personnel. Et je lui en suis d'ailleurs reconnaissant parce que ce personnel a accepté beaucoup de sacrifices. En ce qui concerne ce que j'ai pu apporter comme preuve de mon dévouement et de ma volonté de réussir, vous parlez simplement du salaire, il n'y a pas que cela, monsieur Essamba. Je n'étais pas logé. La maison du directeur général a été louée pendant les 36 mois de mon passage, 40 mois de mon passage, à 2 millions de francs CFA par mois. Ce qui fait 24 millions par... Ça rentrait dans les caisses, ça ne rentrait pas dans la poche. Et pourtant, j'étais supposé être logé. Il n'y avait pas d'électricité. Chez moi, l'électricité n'était pas payée. Je n'avais pas de téléphone de la société. J'avais pas mes chauffeurs, etc. n'étaient pas pris en charge par la société. J'étais dévoué au travail que j'avais accepté face au président de la République d'assumer. Il n'empêche, je parlais tantôt du cabinet APM et des Sigma Finance. Monsieur Nana Francis, qui est donc
le manager de ce cabinet-là, Sigma Finance en l'occurrence, vous a accusé de gestion déloyale à la tête de la Camer, et ce qui lui a valu, on le sait, un procès que vous avez intenté contre lui. Qu'en est-il exactement et quel est aujourd'hui l'état de vos rapports? Est-ce que vous le connaissez d'ailleurs? Bon, écoutez, vous faites bien de le préciser parce que M. Nana, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré de ma vie, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et qui pourtant s'est répandu en accusations, vous avez parlé de gestion déloyale, il ne s'est pas arrêté à cela. Il m'a accusé dans certains pays et auprès de toutes les chancelleries du Cameroun, auprès du ministre des Finances et du ministre de la Justice en France, à Singapour, aux États-Unis, de criminels économiques, hein, de quelqu'un qui détournait les fonds, qui blanchissait de l'argent et tout cela. Je ne connais pas M. Nana. En ce qui concerne ces accusations, il n'a pas été capable de produire la moindre preuve au tribunal à Douala, ni en première instance, ni en appel. En ce qui concerne son mandat, M. Nana, à ma connaissance, et ça je l'ai vérifié, n'avait aucune expertise dans le domaine. Le cabinet Sigma Finance n'avait jamais eu aucun autre contrat avant. Alors, quand on vient s'ériger en expert, faudrait-il encore avoir une certaine expertise? Je pense que M. Nana fait partie d'une clique, permettez-moi d'utiliser ce terme en ce qui le concerne. Non, récession des fonds, à un moment donné, il y a quelque chose comme ça, où vous virez de l'argent, je crois par GIA, enfin, on a viré de l'argent par GIA, et puis il y avait de l'argent qui ne pouvait pas revenir à un moment donné. Monsieur Gongan, je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Le contrat est signé, l'argent est remboursable. Il est refundable. Ce n'est pas non-refundable. Celui qui a prétendu le contraire ment. Excusez-moi d'utiliser un terme aussi fort, parce que cela me révolte. Et je vous fournirai les documents du board du conseil d'administration de GIA qui stipule, juste après avoir reçu les fonds, disant bien cet argent est remboursable. Le problème qui se pose, ce n'est pas le fait que l'argent, dès le départ, était remboursable ou non. Le problème qui se pose, c'est que vous demandez à quelqu'un de vous fabriquer un avion. On le fabrique avec vos spécifications. À la dernière minute, vous dites que vous ne le prenez pas. Je vous prends un exemple pour être terre à terre. Vous, monsieur Ngonga, on suppose que vous mesurez 2 mètres et que vous n'êtes pas à l'aise dans une voiture normale, vous voulez acheter une Renault Clio. Les Renault Clio sont trop petites. Vous allez chez le fabricant, vous dites, moi, je veux une Clio où le siège sera bien plus en arrière parce que je veux être à l'aise dans mon truc. Vous versez 30% d'acompte. Donc, c'est ce fameux déposit. On dit, très bien, on commence à fabriquer. On fait tout ce qu'il y a à faire, on fait la voiture à vos mesures, et puis on dit, maintenant, l'avion est prêt, il faut venir prendre. Mais vous dites, non, moi, je n'ai plus les 70%, ou bien pour une raison quelconque, non, je ne veux plus de la Clio, je préfère une Mercedes maintenant. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de surfacturation un peu qui aurait gêné quelque part? Monsieur Essamba, j'ai l'impression que là, vous posez la question à un financier. Si surfacturation il y a, vous préférez quoi? Empêcher que... Parce que d'abord, il n'y avait pas de surfacturation, je tiens à le préciser. Il n'y a pas eu de surfacturation quelconque. D'ailleurs, comprendre, ça tombe sur le sens. Qu'est-ce qui a choqué? Non, je vais vous expliquer. La procédure. Il y a un document de Boeing qui dit que M. Fotso n'a jamais demandé, ni avant, ni pendant, ni après une négociation, un seul dollar de commission. Il y a un document de GIA qui dit la même chose. Mais, tout particulièrement, par rapport à ce que vous dites, OK, on a arrêté peut-être parce qu'il y avait un problème de surfacturation. Monsieur Essamba, on a versé 31 millions de dollars. S'il y a surfacturation, ça ne peut pas être de 31 millions. On préfère donc perdre 31 millions parce qu'il y aurait une surfacturation. La surfacturation aurait été de combien si on avait eu une? 10%? 20%? Même la moitié. Vous préférez donc tout perdre? Ce n'est pas une question de facturation qui a mené. C'est une décision qui a été prise par des responsables. Et que vous échappez. Alors, on a également relevé une certaine proximité avec M. Tongo Nguéné durant votre séjour à la Camer. On parle même d'un chèque de 200 millions qu'il vous aurait remis dans le cadre de certaines transactions mafieuses. Il faut dire le mot, tel qu'on a dit à l'époque. Que représentait ce chèque et quelle a été la destination finale de cet argent? Messieurs, vous savez,
Ce sont des paradis fiscaux dont c'est louche. Ce sont des opérations mafieuses. Non, il n'y a rien de... Ce n'est pas une question mafieuse. Monsieur Essomba, j'ai fait l'objet d'un redressement fiscal en France en 1995. Et le redressement a porté sur plus de 5 milliards de francs CFA. À titre personnel, je tiens à le préciser. Je pense que les responsables de l'ambassade de France ou du consulat pourront dire si je mens. Hein. Donc, ils sont au courant de cela. J'ai donc été... Alors, pour quelqu'un qui peut avoir un redressement, avant, plus de 5-6 ans avant d'être à la Camer, un redressement de 5 milliards de francs CFA, vous croyez réellement qu'il irait se compromettre dans une banale histoire de 200 millions de francs CFA? Je ne le pense pas. En tout cas, ça n'a pas été le cas en ce qui me concerne. Quelles sont vos relations avec M. Tongo Onguéné? Vous avez eu des relations à un moment donné, M. Fotso? Je suis M. Tongo Onguéné et directeur général de l'autorité aéronautique. Je suis administrateur directeur général de la Camer. C'est la tutelle. Vous ne pouvez rien faire sans que l'autorité vous donne son accord. Si l'un des problèmes rencontrés par la Camer, par exemple, c'est que l'autorité aéronautique donnait des autorisations à toutes les compagnies, augmenter leur fréquence de vol sans qu'il y ait de compensation. Vous comprenez bien que quand votre tutelle peut être aussi néfaste à votre... Aussi de dire que l'opération Épervier n'est pas un mal. C'est un besoin, c'est une nécessité pour l'avenir du Cameroun. Donc, je tiens à le dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis plus ou moins incriminé à tort, je tiens à le dire, dans certaines affaires que je vais remettre en cause ce combat héroïque contre ce fléau qui est la corruption et qui est mené courageusement par le chef de l'État. Je tenais à le dire qu'on ne pense pas que je suis contre. Non, je soutiens à 500%. Et je vous remercie de me donner cette opportunité de le dire clairement. C'est nous qui vous remercions, M. Yves Michel Fotso, d'avoir bien voulu nous accorder cette opportunité qui est en fait l'aboutissement de longues semaines de négociations de 3 confrères, de 3 chaînes de télévision nationales pour essayer d'apporter plus d'éclairage à l'opinion à partir d'un acteur qu'on a présenté comme l'un des maillons essentiels dans différentes affaires de la République en relation avec l'opération Épervier ou tout simplement de l'assainissement des mœurs publiques au Cameroun. Nous aurions pu creuser un peu plus, mais il fallait bien, et notre interlocuteur du jour l'a répété tout au long de cet entretien, il fallait éviter d'entraver la procédure judiciaire en cours en ce moment par rapport aux différentes affaires que nous avons évoquées. Encore une fois, Madame, Monsieur, et au nom de mes confrères, merci d'avoir regardé ce programme. Bonsoir et à la prochaine. À la Camer que c'était un moyen pour le groupe Fotso de racheter, c'était un processus de rachat de la Camer. Monsieur Essomba, pour racheter quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vaille quelque chose. Okay? La mesure, la décision, non. Le président de la République a pris une décision. Je lui en suis vraiment reconnaissant parce que parmi 15-16 millions de Camerounais à l'époque, nous sommes donc en 2000, qu'il m'ait choisi. Écoutez, pour moi, c'est un honneur. Même si tous les 16 millions de Camerounais n'avaient pas le même profil que vous, c'était juste pour rester à la Camer avec vous, pour dire, je vous ai entendu, peut-être en quelques mots ou en quelques éléments, en quelques chiffres, pouvez-vous nous dire la situation exacte ou alors la situation de la Camer à peu près à votre entrée? Quelle était-elle? Bon, vous me dites en quelques mots, bon, je vais essayer de vous dire quelques mots. Bon, moi, c'était le principal élément que j'espérais pouvoir... Allez-y, puisque nous sommes là pour apporter des éclaircies, des éléments d'information aux téléspectateurs.
Non, écoutez, je vous dis déjà, pour un opérateur économique, un capitaine d'industrie, j'arrive à la Camer, il n'y a pas de comptabilité. C'est exactement comme si vous demandez à un pilote de s'asseoir aux commandes de l'avion et qu'il n'y ait pas de boussole. Comment ça, M. Fotso? Comment ça, il n'y a pas de comptabilité? Monsieur, je vous le dis aussi clairement que cela, il n'y a pas de comptabilité. Il n'existe pas de comptabilité. Ça fait 5 ans que la Camer n'arrête pas de compte. Et tout le monde, ça n'émeut personne. On vire donc de l'argent, on sait que c'est arrivé, encore, on croit que c'est arrivé, on paye les choses, on les comptabilise comme on veut. Je vous prends un exemple. Des fournisseurs, il n'y a pas de comptabilité. Donc, il y a des fournisseurs qui viennent vous dire, vous me devez de l'argent. Sur la simple base de documents signés par certains responsables, je vous prends un exemple à l'aéroport, vous avez des avions qui partent tous les jours. On y met des repas, ou on y met du carburant. On vous apporte des documents signés comme quoi on a mis 200 repas sur un vol. On a mis tant de tonnes de carburant sur un vol. Vous êtes obligé de payer. Vous n'avez pas de comptabilité, vous n'avez pas de trace. Plus tard, en remettant la comptabilité à jour, je crois que vous vous souvenez d'ailleurs du problème de la ferme Mobile Oil, lorsque j'ai eu à constater, en remettant donc les comptes à jour, on consommait plus de carburant que ne pouvaient consommer les avions en faisant X aller et retour. Automatiquement, messieurs, ça c'est ce qu'on appelle les baromètres de l'entreprise. Ça, moi, je les ai remis en place. 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000, il n'y a pas de comptabilité. Je fais donc le rattrapage de cette comptabilité. Je fais appel à des comptables du groupe Fotso. Il y en a 6 qui débarquent pour aider à remettre le plus rapidement possible les compteurs à jour. Et bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'évaporation. Peut-être d'ailleurs que ça peut justifier pourquoi autant d'animosité à mon égard, car il a fallu fermer pas mal de trous. Les loyers des avions. Je trouve des avions qui sont là. Je renégocie à la baisse les loyers des avions. Je peux vous en donner des exemples. En arrivant, les Boeing 737-300 sont loués à $325 000 par mois. Je négocie dès décembre 2000, donc à peine 6 mois après mon arrivée, je négocie à la baisse de 45 millions de francs CFA mensuels, $60 000. Au taux de change de l'époque, qui était de 700 et quelques de francs CFA le dollar, ça fait 45 millions de réduction par avion. Ce qui vous fait pratiquement 480 millions d'économies mensuelles. Ça, c'est mon équipe qui réussit à le faire. Sur le plan des... également, excusez-moi que j'essaie de regarder, parce que ça, c'est un des éléments qui me... sur le plan du nombre d'avions exploités, là encore, j'arrive, il n'y a plus d'avions. Ansett, qui était propriétaire de 2 des Boeing 737-300 qui étaient utilisés par la Camer, a notifié, a envoyé une sommation. Et le 21, je suis nommé le 20, le 21, Ansett dit je récupère la repossession de mes avions. Un avion un 737 qui était loué par GECAS avait été repossédé 3 semaines, 1 mois plus tôt. Et il y avait une réclamation de 9 800 000 $, ça veut dire presque 7 milliards de francs CFA de réclamation d'indemnité, de pénalité pour retour anticipé de l'avion. De personnes qui auraient décidé de déstabiliser le groupe Fotso. Je suis désormais convaincu quand un Camerounais, bien qu'il se dise français quand ça l'arrange, se permet de se lever tout seul, d'aller passer 12 heures d'audition auprès d'un juge pour dire qu'il accuse son compatriote et tout cela sans preuve, comprenez-moi, je ne peux que penser qu'il y a une volonté de déstabilisation. Alors, et cela surtout, permettez-moi de dire, oui, surtout parce que le groupe a des affaires en Suisse. Nous avons une société en Suisse. Je ne vais pas citer dans ce que je vous donnais parce que ce n'est pas moi qui suis PCR, mais je suis administrateur. On a des sociétés donc aussi également en Suisse. Et après les événements du 11 septembre 2001, le terrorisme et tout ce que vous savez, dès qu'on annonce, on dit, bon, la Suisse étant aussi réputée comme un endroit où certaines personnes planquent leurs sous, quand un monsieur vient, il se dit qu'il se déclare expert comptable, diplômé français, commissaire aux comptes et tout ce que vous voulez, ce qui est faux, je tiens aussi à le préciser, mais il brandit tout cela comme un expert français. Il déclare pendant 12 heures aux enquêteurs suisses que son compatriote est un blanchisseur, etc. et tout, criminel,
et agit en bande organisée, je peux comprendre que les Suisses aient cru qu'il y avait quelque chose là-dedans. Mais jusqu'aujourd'hui, la procédure est toujours en cours. Et malheureusement, chaque fois qu'on arrive à peu près vers la fin, M. Nana a de nouvelles accusations qui viennent porter, comme à son accoutumée, sans aucun début de preuve. Et la commission rogatoire alors? Mais la commission rogatoire suisse n'est que, il n'y a pas une affaire, suisse en tant que telle. C'est l'affaire camerounaise qui est transposée en Suisse. Si vous avez, parce que vous semblez très bien informé, la Suisse parle de quoi? La Suisse ne dit pas que Yves Michel Fotso a mené des opérations en Suisse de telle ou telle chose. Non. La Suisse dit, nous avons des éléments qui semblent nous permettre de penser que 31 millions de dollars, les mêmes 31 millions dont on parle ici au Cameroun, auraient pu avoir été détournés par M. Fotso. M. Fotso aurait pu profiter, toucher des commissions, ce que vous dites sur le dos de la Camer. Et donc, c'est ça l'enquête suisse. Il n'y a pas une affaire suisse en tant que telle. Il y a l'affaire camerounaise, l'affaire de Nana, l'affaire Sigma Finance, qui s'est transposée en Suisse. Cette émission va se poursuivre avec Yves Michel Fotso, qui a décidé aujourd'hui d'échanger avec les journalistes, mais à travers nous, d'échanger avec beaucoup de Camerounais sur des sujets qui alimentent des conversations au Cameroun et au-delà depuis quelques mois. Avec votre permission, Yves Michel Fotso, nous allons quitter la caméra. Je sais que vous avez beaucoup d'éléments que vous voulez partager avec les téléspectateurs, mais nous voulons vous prier de nous permettre de passer sur un autre chapitre tout aussi important au Cameroun et par rapport à cette émission. Il s'agit de l'affaire Albatros. Alors, l'affaire Albatros, pour vous, elle représente quoi? Vous semblez être présenté à la presse comme un maillon essentiel de l'affaire Albatros. Comment vous la connaissez? Comment vous arrivez dans cette affaire? Quel est le rôle que vous jouez exactement? Monsieur Koum, vous m'embarrassez. Vous m'embarrassez parce que l'affaire Albatros, c'est l'une des principales affaires actuellement en cours au Cameroun, au niveau de la justice de notre pays. Ce que je peux vous dire au sujet de l'affaire Albatros, c'est que je n'étais plus en fonction quand cette affaire se déroule. Et je ne suis pas donc la personne idoine pour vous apporter les éclaircissements que vous souhaitez avoir par rapport à cette affaire. C'est exactement ce que j'ai dit aux enquêteurs. Je ne suis en rien concerné par l'affaire Albatros. Monsieur Fotso, peut-être, mais il y a quand même une histoire d'avion présidentiel. Au moment où vous étiez en fonction à la Camer, vous avez été contacté, sollicité par l'État pour essayer d'avoir un Boeing Business Jet. Vous le confirmez quand même? Oui, je le confirme. Vous le confirmez? Mais c'est une affaire différente de l'affaire Albatros. D'accord. Alors, si on peut parler de cette affaire de Boeing Business Jet, les 31 millions de dollars, c'est quand même lié. Oui, c'est lié. C'est lié. En ce qui concerne les 31 millions de dollars et sera faite sur cette affaire. Nous le souhaitons dans tous les cas. À vous entendre parler, Yves Michel Fotso, vous semblez vouloir tout faire pour ne pas entraver la marche de la procédure judiciaire. Je voudrais me permettre de recueillir votre réaction par rapport à ce fait qui a été également d'actualité au Cameroun. Les PV de vos auditions à la police judiciaire, on les a retrouvés pratiquement dans la rue et même sur des plateaux de télé. Réaction? Écoutez, je vous avoue que je n'ai pas eu l'opportunité de suivre l'émission ce jour-là. Vous êtes quand même au courant? Je suis au courant et je pense que c'est quelque chose c'est déplorable. C'est pas venu de vous? Monsieur Koum, comment est-ce que ça aurait pu venir de moi? Pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionnent les procédures, je n'ai pas accès à mon PV d'audition. Donc, en aucun cas, je n'aurais pu disposer de ce document pour le divulguer. Et puis, dans quel intérêt l'aurais-je fait? On va revenir un peu sur, avant d'aborder le cas de la Camer, hein, parce que vous êtes né, je crois que vous avez un dossier qui est tout prêt, vous allez nous expliquer. Voilà. L'opération Épervier, lutte contre la corruption, qu'est-ce que vous en pensez sincèrement, M. Yves Michel Fotso?
Écoutez, l'opération Épervier, telle qu'elle nous est présentée, est une opération salutaire pour le Cameroun. Vous penserez peut-être que c'est une opération salutaire. Je suis un opérateur économique et je peux vous garantir que j'ai été victime déjà de ce fléau, de ce qu'est la corruption. Et pour un pays comme le Cameroun, c'est un fléau qui doit être éradiqué. Et je peux vous assurer que je suis tout à fait... je soutiens cette action et je pense que tout Camerounais de bonne foi devrait soutenir l'action du président de la République, le président Paul Biya, parce que c'est une action courageuse et je dirais même héroïque que ce chantier qu'il a entamé. Même si l'opinion vous présente comme l'une des victimes ou alors des prochaines victimes de cette opération. Victime, je vous dis non, sinon je ne serais pas là. Prochaine victime, j'ai foi, j'ai confiance aux éléments que... Écoutez, je suis la seule personne incriminée dans toutes ces affaires qui, depuis 4 mois, se présente devant les enquêteurs, devant les juges et tout le monde sans avocat. Vous croyez que si j'étais inquiet, j'irais... Je n'ai aucun conseil. Je suis seul, comme d'ailleurs aujourd'hui, vous me cuisinez, je suis seul face à vous 3. Et bien, sachez que c'est de la même manière que je me retrouve à chaque fois lorsque je suis dans des auditions, soit par les enquêteurs de la police judiciaire ou devant les juges d'instruction. Alors, M. Fotso, on va évoluer. Permettez qu'on croque véritablement dans la pomme en parlant précisément de la caméra, des faits qui... Que je prenne dans mes éléments. De ces faits, je vous en prie, de ces faits qui défraient tant la chronique en ce qui vous concerne principalement. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire dans quelles circonstances est-ce que vous êtes nommé à la tête de cette entreprise qui tenait tant au cœur des Camerounais? Vous avez dû vous en rendre compte. La caméra aujourd'hui malheureusement morte de sa belle mort. Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes nommé à sa tête? Quand vous dites dans quelles circonstances, vous faites allusion à... Comment ça se fait? Parce qu'à l'époque, c'était quand même inédit, vous êtes un pur produit du privé, et ce n'est pas toujours le cas de voir des gens qui, avec votre profil, se retrouver dans l'administration d'une entreprise publique. Comment ça se fait et comment vous l'avez accueilli à l'époque? Bon, écoutez, comment je l'ai accueilli? Je suppose que vous devez vous douter que ce n'est pas un décret qui est sorti à la radio sans m'avoir consulté, justement n'étant pas un fonctionnaire, n'étant pas un administrateur civil. Je pense que c'est une décision discrétionnaire du chef de l'État et peut-être qu'au vu de l'assistance financière que nous accordions, nous, là je parle du groupe Commercial Bank, principalement la CBC, les 6 mois qui ont suivi ma nomination, la caméra n'a pu survivre que grâce aux fonds injectés aux avances de trésorerie faites par la CBC. Et peut-être qu'au vu de ces éléments, le chef de l'État a pensé que je croyais en... On a prétendu par ce biais-là, justement, ces injections d'argent. Chez du Cameroun, vous faites quoi? C'est le téléphone qui... C'est pas le téléphone que vous gérez tout? Vous faites venir tous vos administrés ici au Cameroun pour travailler? Écoutez, je ne chôme pas réellement, mais je ne travaille pas. Je ne travaille pas pour le groupe depuis 4 mois. J'ai produit aux autorités, aux enquêteurs et à la justice plus de 25 000, 30 000 pages de documents. Ça, il a fallu les compiler et pouvoir les mettre en ordre pour le donner. Donc, je m'occupais à cela. Donc, je l'avoue, je ne me suis pas beaucoup occupé du groupe. Mais lors de ma dernière audition, parce que je commence à penser qu'il faudrait quand même peut-être qu'il y ait une fin, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Vous avez parlé de mon passeport donc, qui est retenu. Je ne suis pas pressé de récupérer mon passeport tant qu'il persistera, tant que persisteront des doutes. Il faut que les choses soient claires. Donc, quand bien même on devrait conserver mon passeport encore pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même plus, si c'est par là qu'il faut passer pour permettre à la justice que la vérité se manifeste, je l'accepte. Mais je ne trahis aucun secret en vous disant que lors de mon audition, il y a une dizaine de jours, à la police judiciaire par rapport à cette affaire Bombardier, j'ai demandé que soit inscrit sur le procès verbal ma disponibilité à autoriser
a donné un pouvoir de consultation de tous mes comptes, partout dans le monde. Ce pouvoir qui serait légalisé pour chaque pays par l'ambassade de chacun de ces pays. Commencer par les États-Unis, pour bien voir clair dans cette histoire GIA, continuer par la France, Monaco, la Suisse, Singapour, l'Angleterre, partout. J'ai proposé donc aux enquêteurs de délivrer une procuration qui permettrait donc à la personne qui serait mandatée, quand bien même ce serait, j'ai vu dans les journaux que un certain monsieur Francis de Collins a eu mandat pour rechercher donc les fonds qui seraient planqués, je dis pour moi, écoutez, il n'y a pas besoin de rechercher. Je suis disposé à lui donner moi-même un pouvoir, si bien qu'il n'aura qu'à se présenter à toute banque partout et dire j'ai un mandat en bonne et due forme. Il n'a pas été légalisé par les autorités camerounaises, mais par les autorités de votre pays, donc et on sera obligé de lui ouvrir mes comptes. Que ce soit des comptes directement à mon nom, que ce soit des sociétés dans lesquelles j'ai simplement des intérêts, que ce soit des sociétés offshore, puisqu'on en parle. Étant l'ayant droit économique, une fois que je signe ce document, la banque se doit et est obligée de lever le secret bancaire et de leur donner cela. Et je vais même plus loin. Si on me fait un petit peu confiance, si on veut bien croire en ma bonne foi, je peux même moi-même donner directement la liste de tous mes comptes, compte où je suis personnellement, compte où je suis en offshore, où je ne suis que l'ayant droit, et comme ça on va voir clair, savoir si oui ou non, y a-t-il de l'argent public directement venant des caisses de l'État, venant de sociétés ayant mené une quelconque transaction avec l'État, avec la Camer, etc., qui aurait atterri sur mes comptes, bien entendu à partir de 2000, parce qu'on ne va quand même pas fouiller toute ma vie, à partir de 2000 où j'ai été à la Camer. J'ose espérer que cela, si on acceptait cette proposition, permettrait enfin de lever toute équivoque. Mais j'espère que tous ceux qui m'accusent accepteront de faire pareil. Alors, M. Fotso, d'aucuns estiment que vos problèmes tireraient leur source avec votre proximité avec le ministre d'État, Marafa Hamidou Yahya. Quel est l'état de vos rapports et que pensez-vous globalement de cela? Est-ce que vous êtes très liés? Est-ce que cela pourrait justifier le fait que vous soyez, comme vous semblez le dire, aujourd'hui traqué aussi bien par la justice que par des gens embusqués dans l'ombre? Vous voulez donc dire que le ministre d'État, Marafa, a commis des choses et au lieu de l'attaquer, c'est moi qu'on... Est-ce que votre proximité que l'on semble présenter à l'opinion avec le ministre d'État, Marafa Hamidou Yahya, sera à l'origine de vos problèmes? Étant entendu que, par exemple, que le ministre d'État, Marafa Hamidou Yahya, pourrait être l'un des postulants à la succession, parce que tout ça, c'est dans le cadre, évidemment... On parle du G11. Du G11, de la logique de 2011. Ah, mais il fallait le dire. Vous êtes un financier, vous êtes un capitaine d'industrie, et donc une amitié avec un prétendant, enfin... Il ne l'a pas encore avoué. Vous avez entendu ça, M. Fotso? On vous a dit ça, vous avez suivi. Il y a des rapprochements qui sont faits dans ce sens. Non, Marafa faisait partie de G11? Non, on a certainement dû vous dire que M. Marafa, vous êtes très proches et que tout cela pourrait bien sûr aboutir plus tard dans l'optique de 2011. Vous me comprenez? Bon, écoutez, d'abord, je ne renie pas mes amitiés. Mais je ne suis pas ami du ministre. Partagez avec nous en premier. Écoutez, je souhaite évidemment répondre, tenir compte de vos préoccupations, mais en acceptant d'être votre invité, j'avais mes propres préoccupations et je voudrais qu'on parle quand même de la gestion de la Camer. On va arriver à la Camer. Hein. Oui, si vous voulez, monsieur le PCA, votre passeport a été confisqué depuis quelques mois. Vous ne vous sentez pas un peu prisonnier? Vous avez dit que vous êtes un peu à l'étroit au Cameroun depuis un moment. Vous n'allez pas vous mouvoir. Vous avez dit que vous avez passé toutes ces 3 dernières années sans passer 10 jours de plus dans un pays. Vous êtes prisonnier dans le triangle national à peu près. Vous vous sentez dans la peau d'un prisonnier aujourd'hui? On vous a remis votre passeport, M. Fotso. Pour être plus direct. On ne m'a pas remis mon passeport. Je ne me sens pas prisonnier, je me sens à l'étroit. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si vous voulez utiliser le terme prisonnier, je dirais non, mais à l'étroit, je dis oui, à l'étroit, à l'intérieur du triangle national. Encore, je tiens à le préciser, c'est quand même grand, 475 000 km² de Cameroun. Donc j'ai une certaine liberté quand même de mouvement, mais à l'intérieur du triangle national. Mon passeport m'a été retiré le 28 avril, donc nous sommes dans le 5e mois d'immobilité, entre guillemets.
Mais écoutez, je respecte les décisions de justice. Si les personnes en charge de l'enquête et la justice a estimé qu'il était nécessaire pour arriver à la clarification, à la manifestation de la vérité, de procéder de cette manière, je respecte et je suis à la disposition des autorités camerounaises, tant judiciaires que policières, celles qui mènent les enquêtes. Autrement, vous savez clairement dans le viseur de la justice. Je ne pense pas que je sois dans le viseur de la justice. Je pense qu'il s'avère, comme je vous l'ai dit, que j'ai eu à avoir accès à un certain lot d'informations. Et la justice a besoin que j'apporte mon éclairage ou parfois que j'apporte les preuves de ma non-complicité dans certains faits qui se sont passés. Vous parlez de tentative d'assassinat du président de la République, ce n'est pas la première fois qu'on m'accuse d'avoir tenté d'assassiner le président de la République, M. Ngongan. Il me souvient qu'en 2003, la presse, encore une fois, s'était fait l'écho d'un vol sur lequel j'aurais laissé le chef de l'État et sa famille embarqués à destination de Paris ou Genève. Mais ce que la presse avait oublié de dire à ce moment-là, c'est que j'étais moi-même à bord. Mais ça n'empêche, hein, M. Fotso, on revient un peu sur l'affaire du passeport. Est-ce que c'est vrai que votre père était la victime d'une tentative d'escroquerie, de chantage? On lui a demandé de verser une certaine somme d'argent, on parle de 100 millions si je ne me trompe pas, pour que vous puissiez vous reprendre votre passeport. Est-ce que c'est vrai? Peut-être de manière plus globale, cette affaire existe. On connaît qui est votre père, M. Fotso, au Cameroun et dans le monde. Quel rôle il joue autour de cette affaire qui concerne son fils, avant d'arriver à la précision de Thierry Ngongan? Écoutez, mon père est comme n'importe quel père, n'importe quel parent. Il est évident qu'il est affecté par ce qui se passe. Quel rôle il joue? Il n'en joue aucun. Mon père et moi, nous sommes convenus de ce qu'il fallait laisser que la justice mène les enquêtes, fasse son œuvre. Et encore, je tiens d'ailleurs à préciser, quand on parle de justice, pour ceux qui connaissent les procédures, on arrive devant le juge ou le procureur après toute une série d'enquêtes. Or, jusqu'à présent, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, je n'en suis qu'aux phases préliminaires. Et je pense avoir apporté tous les éléments. Mon père sait que j'ai apporté des éléments qui sont très clairs. Je ne voudrais pas dévoiler ici les secrets des instructions, mais mon père est au courant de ce que j'ai pu fournir comme éléments et il sait qu'il n'a pas besoin d'une quelconque interférence. En ce qui concerne plus particulièrement l'histoire de mon passeport, oui, mon père a été approché, a été victime d'une tentative d'extorsion de fonds. On lui a fait cette proposition, mais heureusement, bon. Vous savez aujourd'hui qu'il a fait cette proposition? Écoutez, je pense que mon père, fidèle toujours à sa ligne du respect des institutions, a transmis à qui de droit les éléments qui étaient en sa possession, et on espère